Salut à tous, bienvenue dans le Grand Journal sur Swag Radio. Aujourd'hui, c'est lundi 22 septembre 2025. Début de l'automne, nouvelle saison qui arrive, nouvelle semaine. Il faut se remettre à neuf pour démarrer en beauté la semaine. Depuis la capitale des grandes écoles du monde pour présenter ce grand journal dans les studios de Swag Radio, Erlich Dorelas pour la présentation. Tout de suite, voici les infos. La ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, Katia Verdier, a procédé à l'installation d'Élisée Collagène comme nouveau directeur général du Fonds national pour l'éducation, FNE. Cette cérémonie officielle s'est déroulée en l'absence de l'ancienne directrice générale, Sterling Civil, qui n'a pas pris part à l'événement. Dans son discours, la ministre Verdier a souligné l'importance du rôle du FNE dans la consolidation du système éducatif haïtien et rappelé que la mission de l'institution est de mobiliser et gérer des fonds pour financer l'éducation dans le pays. Elle a exhorté le nouveau directeur général à faire preuve de rigueur, de transparence et d'efficacité dans l'accomplissement de ses fonctions. Voici un extrait signé Télé-Guinéen dans ce grand. Haïti effectuant des transferts vers l'étranger. Nous savons que nos compatriotes de la diaspora contribuent significativement au développement d'Haïti. Leur transfert de fonds représente une ressource précieuse qui, à travers le FNE, doit être transformée en opportunité concrète d'éducation pour nos enfants. Cette responsabilité vous honore autant qu'elle vous engage. Armez-vous de courage pour prendre les bonnes décisions en faveur de nos enfants. Ce n'est pas une question de privilège, mais plutôt une mission à accomplir. Confiance par le travail, la transparence et un engagement total au service de l'éducation. En ce moment si particulier de mon parcours et de la vie de cette institution, c'est avec beaucoup d'émotion, je dois vous le dire, sans le cacher, et un profond sentiment de responsabilité que je prends la parole devant vous aujourd'hui, ainsi que vous, chers cadres et employés du Fonds. Votre énergie, votre dévouement et votre engagement au quotidien sont le cœur battant de cette maison. Sans vous, rien ne serait possible. Mon parcours au sein de l'administration publique m'a appris que servir, c'est d'abord écouter. C'est comprendre les attentes de ceux qui travaillent avec nous. Mais surtout, ne jamais perdre de vue ceux pour qui nous travaillons, qui ne sont autres que les enfants. Plusieurs partis, regroupements politiques réunis au sein de l'opposition plurielle ont lancé un appel pressant à la jeunesse haïtienne pour qu'elle se lève et s'implique dans la lutte afin de sortir le pays de la crise profonde qu'il traverse ces derniers jours. Dans un communiqué, les responsables affirment que seule une mobilisation citoyenne forte, portée en grande partie par les jeunes, pourra renverser la tendance actuelle marquée par l'insécurité, la misère économique et la déstabilisation sociale. Voici un extrait signé Télé-Guinéen dans ce grand journal. Et bail le monde pour l'étudier. Nous avons créé l'histoire pour nous bailler le monde leçon, pour nous permettre le monde sortir dans les échauffourées que nous connaissons. Dans ce sens, nous constatons dans le jour ça, il y a quelques pays qui ont une réaction pour chercher liberté et dignité face à certains gouvernements pour patate, tête en bas, qui ont dirigé, eh bien, il y a une victoire. Mais tout peuple ça en nous sérieux entre nous, c'est Haïti qui a copié. Nous jeunes voulons essayer de menacer nous jeunes voulons pouvoir nous baisser net. Ce que c'est le temps pour pouvoir ça nous installer dans le jour qui vient. N'a petit peuple là, prends patience. Ça ouais qui arrive Gonaïve là, c'est lui a essayé arriver sur chaque dirigeant politique qui bataille contre pouvoir ça. Mais c'est bien côté mal calculé. Maintenant, qui ça va pour nous révolter? La jeunesse, nous ne pouvons pas accepter
9 marteaux ça au conscient craser pays. Nous constatons, nous l'État li livré 15 coffres. L'État livré bassin blé. L'État ça, je dis à li algo naïf nous là ça. Le commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de Port-au-Prince, maître Fritz Patterson Dorval, a récemment présenté un aperçu des actions qu'il a menées lors de son passage à la tête de la juridiction de Petit-Goâve. L'accent a été mis sur la lutte contre la détention préventive prolongée, un fléau qui touche de nombreuses prisons à travers le pays. Selon M. Dorval, plusieurs démarches ont été entreprises en collaboration avec les juges d'instruction, les avocats, ainsi que les responsables pénitentiaires, afin de désengorger les cellules surpeuplées. La réduction de la détention préventive prolongée a constitué l'un des principaux chevaux de bataille à Petit-Goâve. Nous avons travaillé à accélérer les procédures, à identifier les dossiers en souffrance et à donner suite aux cas qui pouvaient être rapidement fixés devant le tribunal, a-t-il expliqué. Écoutons un extrait dans ce grand journal. Au niveau de la juridiction de Port-au-Prince, qui ça moi-même en tant que commissaire du gouvernement, moi j'ai en perspective, c'est que nous toujours connaissons que tout commissaire qui monte, il a toujours dit que il va combattre la détention préventive prolongée. Et effectivement, ça c'est un gros fléau et que le commissaire n'est pas jamais facile pour répondre vraiment avec attente ça. La juridiction de Petit-Goâve et la juridiction de Port-au-Prince, c'est deux juridictions différentes. Parce que au niveau de Petit-Goâve, je suis capable de dire que moi j'étais presque résoudre le problème ça, parce que ça fait me dire presque, c'est parce que au fur et à mesure que vous libérez, au fur et à mesure que vous fait des jugements, c'est au fur et à mesure que les gens qui entrent dans la prison. Prison de Petit-Goâve, l'an fait le 29 octobre, il y a près de 406 détenus. En moins de 8 mois, je suis capable de dire que la prison était passée à 90 détenus seulement. Je suis capable de dire que Nous restons toujours en Haïti dans ce grand journal. L'Association des jeunes polyvalents et innovants d'Haïti, AGIP, en partenariat avec l'association Jeunes Corrigènes, organise une grande activité culturelle sur 2 jours. L'initiative a pour double objectif d'ouvrir un espace de réflexion avec les jeunes sur leur avenir en Haïti et mobiliser des fonds pour soutenir les parents en difficulté en cette période de rentrée scolaire. Écoutons un extrait dans ce grand journal. Ou bien 500 gouttes. Mais je nous te dit à ne pas éterniser nous sur 500 gouttes là. Nous te dit chaque monde a bien pour porter un matériel scolaire qui a bien pour utile à chaque élève, à chaque parent qui parle ni devant ni derrière. Par quelle méthode que nous avons choisi parents pour nous aider? Nous avons une liste que nous dressons et c'est pour ça que nous visitons plusieurs radios. Côté que parents ça a bien pour contacter nous et que dans la liste ça n'a bien pour nous alors les distributions n'a bien pour nous contacter côté que n'a fait distribution pour venir avec les élèves pour recevoir ça que recevoir. Combien d'élèves, combien de parents nous comptez et subvention ça? Au nombre de 100 parents et élèves. C'est une journée qui s'est réussie, Dieu merci, parce que nous t'ai dit que nous avons fait une conférence et que je l'ai regardé là, il a déroulé très bien. Et demain, si Dieu veut, que c'est deuxième journée, nous attendons tout le monde qui a bien pour participer ensemble avec nous, avec ça que a bien pour porter, parce que demain, c'est après l'autre journée, c'est après plus belle journée toujours. Je ne sais pas participer avec nous. La Fondation Compas Direct Nemours Jean-Baptiste est montée au créneau pour dénoncer la manière dont le ministère de la Culture a célébré le 26 juillet dernier le 70e anniversaire de la naissance du Compas Direct. Selon ses responsables, l'événement officiel a manqué de profondeur et n'a pas reflété l'importance historique et culturelle de ce rythme créé en 1955 par le maestro Nemours Jean-Baptiste. Écoutons les membres de l'association au micro de la presse. Que nous-mêmes, nous sommes capables de représenter parce que chaque monde prend culture là de l'autre façon. 70e n'a continué. Ce n'est pas comme si on 70e qui campait. L'a campé lorsque l'année a changé. Et ceci, l'orchestre est toujours présent.
Nous-mêmes, la fondation, toujours là, et l'école de Jean-Baptiste, toujours là. Nous avons des avec le ministère de la Culture. Si et seulement si, vous voulez toujours rattraper le train, parce que nous-mêmes, nous ne pouvons pas camper. Le père créateur du compas direct, ces endroits sont toujours présents et actifs à travers la fondation. Anti-l'État, nous-mêmes, nous toujours présents. Et ceci, conformément avec le rôle que nous avons joué dans la crise là, il ne pas comprendre ça. Il a cherché tous les artifices possibles pour résoudre la crise là. Pourtant, la crise est résolue, puisque ce que tu cherches, te cherche. Sauf chercher à aller autour de où, où. Et puis nous là, nous sommes là. On peut les voir. Sans embâche ni méandre. Ministère des Affaires sociales, Fondation, pas musique seulement, mais l'aider tout à travers le monde que la propulsé. 70e, ok, ça a commencé à répéter depuis 3 mois. Le mot Jean-Baptiste qui était un héritage et les petits li qui continuer avec le travail là. Pour moi, c'est un devoir, son obligation. Les 70 ans à fêter, son obligation pour te faire mettre en patte là. Première institution pour te chita, c'est avec Fondation de Mont Jean-Baptiste, c'est avec orchestre là, c'est avec l'école à travers l'école musique de Mont Jean-Baptiste. Nous faisons 3 mois à répéter pour nous préparer 70 ans. Nous avons obligation, nous-mêmes, orchestre de Mont Jean-Baptiste, à travers les musiciens que l'école a formés, je ne dis là, cap vénéré, papa compas qui c'est le Mont Jean-Baptiste, n'a continué avec le travail là, et ça fait nous avons l'école musique. Vous suivez le grand journal sur Swag Radio, passez la commande à Alexa, Alexa Open Swag Radio. Comme ça, vous allez écouter Swag Radio 24 heures sur 24. Et suivez P-News sur WhatsApp pour toutes les dernières informations. P-News sur Facebook. Swag Radio sur YouTube. Swag Radio sur Facebook. Nous sommes partout. Swag Radio 24 heures sur 24. C'est l'énergie, le flow et l'attitude. Assassinat de Charlie Kirk. Donald Trump dénonce une attaque contre la nation tout entière. Plusieurs responsables républicains ont rendu hommage dimanche au militant conservateur Charlie Kirk, près de 2 semaines après son assassinat lors d'un meeting avec les étudiants dans l'Utah. Voici un reportage signé Euronews. Un service commémoratif aux accents aussi politiques que religieux. Une cérémonie a été organisée dimanche au State Farm Stadium de Glendale en Arizona, pour rendre hommage au militant conservateur Charlie Kirk, près de 2 semaines après son assassinat par balle lors d'un débat public dans l'Utah. L'événement a rassemblé près de 200 000 personnes. Le président américain Donald Trump a fait l'éloge du militant et a qualifié son assassinat d'attaque contre le pays tout entier. Charlie's murder was not just an attack on one man or one movement. It was an attack on our entire nation. That was a horrible attack on the United States of America. It was an assault on our most sacred liberties and God-given rights. The gun was pointed at him, but the bullet was aimed at all of us. La veuve de Charlie Kirk, Erika, a honoré l'engagement de celui qui a joué un rôle majeur dans l'élection de Donald Trump, en mobilisant une grande partie de la jeunesse conservatrice américaine. Elle a également adressé un message direct à l'auteur présumé du meurtre, Tyler Robinson. My husband, Charlie, he wanted to save young men, just like the one who took his life. I forgive him because it was what Christ did and is what Charlie would do. The answer to hate is not hate. The answer we know from the gospel is love and always love. Le meurtre de Charlie Kirk a exacerbé les tensions dans un climat politique déjà particulièrement polarisé aux États-Unis. Le gouvernement américain, Donald Trump en tête, a immédiatement accusé la soi-disant gauche radicale d'en être responsable, bien que les principaux dirigeants démocrates du pays aient unanimement condamné l'assassinat. De nombreux experts craignent que les États-Unis ne soient entrés dans une ère inédite de violence politique.
Si les pays occidentaux sont traditionnellement alignés sur Israël, le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie, le Portugal viennent d'annoncer leur reconnaissance officielle de l'État de Palestine, donnant ainsi un nouvel élan à la solution à deux États. Voici un reportage signé FGTN News. 151 des 193 États membres des Nations Unies reconnaissent désormais l'État palestinien. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a vivement critiqué cette décision, affirmant qu'elle récompensait le terrorisme. Plusieurs autres pays, dont la France, ont déjà déclaré leur intention de reconnaître la Palestine cette semaine lors de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. I state clearly, as Prime Minister of this great country, en tant que Premier ministre de ce grand pays, je déclare clairement que le Royaume-Uni reconnaît officiellement l'État de Palestine. Ces mots ont bouleversé des décennies de politique étrangère britannique. The hope of a two-state solution is fading. L'espoir d'une solution à deux États s'amenuise. Mais nous ne pouvons pas laisser cette lueur s'éteindre. C'est pourquoi nous établissons un consensus avec les dirigeants de la région et au-delà, autour de notre cadre pour la paix. Keir Starmer a souligné que le Hamas ne devrait avoir aucun droit de regard sur la gestion de Gaza, un message renforcé par le nouveau vice-premier ministre britannique. Le Hamas ne représente pas le peuple palestinien. La création d'un État palestinien est une cause juste. Il y a 108 ans, notre pays a signé la déclaration Balfour. Nous croyons en une patrie pour le peuple juif. Mais nous avons également déclaré croire aux droits civils et religieux du peuple palestinien. Le moment est venu de défendre cette solution à deux États. Publiquement et rarement, les États-Unis sont en désaccord avec la politique britannique. Je suis donc en désaccord avec le Premier ministre sur ce point. C'est d'ailleurs l'un de nos rares désaccords. Mais il n'y a pas que le Royaume-Uni, le Canada puis l'Australie, tous deux se sont joints à Londres pour reconnaître l'État palestinien et d'autres nations devraient suivre leur exemple à l'ONU cette semaine, provoquant cette réaction du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Nous devrons lutter tant à l'ONU que dans toutes les autres instances contre la propagande mensongère dont nous sommes la cible et contre les appels à la création d'un État palestinien, qui mettrait en péril notre existence et constituerait une récompense absurde pour le terrorisme. La communauté internationale entendra notre position sur cette question dans les prochains jours. Et voici la réaction du ministre palestinien des Affaires étrangères. Cette reconnaissance n'est certainement pas symbolique. Il s'agit d'une mesure concrète, tangible et irréversible que les pays doivent prendre s'ils souhaitent préserver la solution à deux États. Cette décision ne changera peut-être pas la situation sur le terrain, mais elle est remplie d'intentions néanmoins. Tous les regards sont désormais tournés vers les pays qui suivront le mouvement et vers la manière dont Israël réagira aux voix internationales qui se font chaque jour plus fortes. Nous irons à Lima, dans la capitale péruvienne. À Lima, environ 500 Péruviens ont participé le samedi 20 août 2025 à une manifestation contre la politique du gouvernement qui a viré à de violentes échauffourées avec la police. Voici un reportage signé France 24. Ce qui avait débuté dans le calme a rapidement tourné à la bataille rangée entre manifestants et police. Gaz lacrymogène contre projectiles. Cette mobilisation organisée par le collectif de la génération Z avait un objectif, dénoncer la politique du gouvernement péruvien. Nous sommes venus demander le départ de Dina Boluarte. Elle est incapable de gouverner notre pays. Aujourd'hui, elle a envoyé la police pour nous tabasser et nous encercler pour bloquer cette marche pacifique de la génération Z et d'autres organisations sociales. Dans les rues, étudiants, syndicalistes et militants sont venus dénoncer l'incapacité du gouvernement à juguler la crise économique et l'insécurité, mais aussi pointer du doigt l'usage excessif de la force lors de précédentes manifestations. Regardez autour de vous, il y a tellement de policiers, mais ils sont venus nous intimider. Quand on leur demande de venir nous protéger des crimes, personne ne vient. Une gestion gouvernementale remise en cause par les manifestants, mais pas uniquement. La procureure générale Delia Espinoza, elle, a mené des enquêtes sur de hauts responsables péruviens et se bat désormais pour conserver son poste. Le gouvernement lui a retiré sa protection policière et a tenté de nommer quelqu'un d'autre à sa place.
J'ai peur pour ma vie, bien sûr, je suis un être humain. Mais cela ne m'empêche pas de continuer à lutter contre la corruption, car c'est le serment que j'ai prêté. Génération Z lutte contre la corruption, des thèmes désormais familiers, tout comme ce drapeau, tiré d'un manga à succès. On l'a notamment vu au Népal et en Indonésie lors de manifestations similaires, un symbole de résistance d'une jeunesse exaspérée par ses dirigeants et par la corruption. Ce qui avait... Nous irons en République démocratique du Congo, RDC, parlons du cobalt. Congo, premier producteur mondial de cobalt, a annoncé qu'elle lèvera à partir du 16 octobre l'interdiction d'exportation de ce minerai stratégique. Le gouvernement congolais avait mis en place cette mesure afin de favoriser la transformation locale et mieux contrôler les revenus issus de cette ressource indispensable à la fabrication de batteries électriques, des smartphones ou aux véhicules électriques. Voici un reportage signé Africa News. La République démocratique du Congo va lever son interdiction d'exporter du cobalt. À partir du 16 octobre, l'offre mondiale sera gérée en imposant des quotas d'exportation annuels. L'autorité de régulation et de contrôle des marchés des substances minérales stratégiques du pays a déclaré que les mineurs seront autorisés à expédier jusqu'à 18 125 tonnes de cobalt jusqu'à la fin de l'année 2025. Le Congo a produit environ 70% de la production mondiale de cobalt l'année dernière. Le pays a décidé de suspendre ses exportations en février après que les prix aient atteint leur plus bas niveau en 9 ans. Cette mesure a été prolongée en juin, ce qui a conduit les principaux producteurs, notamment Glencore et le groupe chinois CMOC, à déclarer un cas de force majeure. Le nouveau système soutenu par Glencore mais contesté par CMOC vise à réduire les stocks et à soutenir les prix. Les quotas seront attribués en fonction des exportations historiques de ce matériau essentiel à la fabrication des batteries électriques. Le secteur minier artisanal du Congo, largement non réglementé, représente une part importante de la production de cobalt, ce qui complique la traçabilité et la conformité pour les acheteurs. Nous irons au Canada dans ce grand journal. Le ministre de la Justice, Sean Fraser, a déposé vendredi 19 septembre 2025 un projet de loi visant à mieux protéger les communautés religieuses contre les crimes haineux en hausse dans le pays depuis le début du conflit à Gaza. Si cette mesure a été saluée par certains, elle soulève toutefois des interrogations concernant la liberté d'expression et le droit de manifester. Voici un reportage signé Radio-Canada. Agression près d'une mosquée, centre culturel juif ciblé par balles, église incendiée. Les crimes haineux au Canada ont presque doublé en 4 ans. Pour contrer cette tendance, Ottawa indique qu'il va renforcer le code criminel. Pour assurer chaque Canadien à l'habilité de vivre leur vie avec liberté, sans un problème avec de la haine. Le projet de loi C9 vise à protéger les personnes de communautés identifiables qui fréquentent édifices religieux, centres communautaires, écoles et garderies. Intimider une personne ou empêcher son accès à un de ces lieux sera considéré comme un crime haineux. Les peines imposées seront plus sévères qu'un même crime commis ailleurs. Sanctionner les crimes motivés par la haine, interdire l'affichage public de certains symboles terroristes. La communauté juive se réjouit de cette protection accrue. De voir ce projet de loi-là déposé la première semaine du Parlement est un message très intéressant pour la communauté juive. Il n'y a aucun parent, aucun enfant qui devrait être intimidé quand l'enfant est amené à l'école. Mais d'autres groupes émettent des bémols et craignent une atteinte à la liberté d'expression. Il faut quand même faire en sorte que les Canadiens et les Canadiennes continuent d'avoir le droit de s'exprimer librement, de manifester. C'est la base de la démocratie. On craint en fait qu'il va plutôt signifier un nouveau recul pour les libertés civiles. Surtout que les policiers, dit-elle, disposent déjà d'outils pour lutter contre les crimes haineux. Ce qu'on entend, nous, ici, c'est plutôt une volonté de durcissement qui vise à davantage dissuader les gens. Les libéraux savent qu'ils sont vulnérables aux attaques des conservateurs qui leur reprochent de ne pas en faire assez pour lutter contre les crimes haineux. Avec ce projet de loi, le gouvernement Carney tente donc de neutraliser cet angle d'attaque. Ici Christian Noël, Radio-Canada, Ottawa.
C'est la fin de ce grand journal pour ce lundi 22 septembre 2025. Avant de partir, couleur du temps. Pour aujourd'hui, c'est le début de l'automne. Ciel partiellement, majoritairement ensoleillé dans la journée, puis ciel clair et légèrement voilé en soirée. Température fraîche au matin, douce dans l'après-midi, puis redescendant le soir. Alors, dans la matinée, ça va commencer à 50 degrés Fahrenheit, à 8h du matin, 50 degrés Fahrenheit, à 9h, 54 degrés Fahrenheit, à 10h du matin, 58 degrés Fahrenheit, 11h, 63 degrés Fahrenheit, midi, 65 degrés Fahrenheit, 1h, 67 degrés Fahrenheit, 2h, 68 degrés Fahrenheit, et 3h, 69 degrés Fahrenheit, 4h, 70 degrés Fahrenheit, 5h, 68 degrés Fahrenheit, 6h, 67 degrés Fahrenheit. À la soirée, vous aurez à 7h du soir, 65 degrés Fahrenheit, 8h, 63 degrés Fahrenheit, et puis à 9h, 62 degrés Fahrenheit, 10h, 60 degrés Fahrenheit, 11h, 60 degrés Fahrenheit. Portez un léger manteau, puis une veste cardigan, ça va vous aider quand même pour aujourd'hui. Vent frais qui souffle sur Boston, profitez-en, c'est l'automne, une bonne température, mais avec un tout petit vent frais. C'est la fin de ce grand journal, merci de l'avoir suivi. Pour présenter le grand journal, Erly Tudorelas, depuis les studios de Swag Radio, dans la capitale des grandes écoles du monde, Boston, Massachusetts. Alexa, Open Swag Radio, suivez la page Swag Radio sur Facebook, YouTube, et puis P-News pour les informations créoles, P-News, informations à la vitesse de la lumière. Passez un joyeux lundi, le rendez-vous c'est pour demain. Gardez le sourire, car le sourire ça rajeunit le visage. Bonsoir, à demain.